J'étais tranquille quand d'un coup mon téléphone a explosé sous les notifications. La première, Taika Waititi, Rita Ora et Tessa Thompson se rapprochent. Une deuxième, attention, Disney les réprimande parce qu'ils se roulent des pelles. La troisième, les images très chaudes de leur sextape, de leur plan à trois, ni une ni deux. Je sors le sopalin, la crème Nivea et le seul Mjolnir que je sois digne de tenir fermement. Et puis, j'ai vu la photo, je me suis fait avoir par le putaclic, clairement, tant pis. Je suis chaud brûlant parce que je sors d'une animation en public. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait que je suis trop content parce que vous savez que moi je fais des quiz, des conférences, plein de choses pour les conventions. Là c'était pour une bibliothèque, la plus grande du sud de Marseille en tout cas, l'Alcazar, avec une battle de dessin que j'animais pour le Zarmatelier, un collectif d'auteurs marseillais, cofondé par Mombrino Bessadi et Richard Di Martino. Donc on s'est complètement régalé, c'était vraiment bien. Ça sera diffusé sur YouTube, je sais pas quand, et de toute façon je vous le dirai sur la chaîne de l'Alcazar. Donc vous verrez, mais en tout cas c'est pour ça que je suis chaud, parce que ça a repris quoi, voilà, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 299e JT Comics. Vous êtes bien gentil avec vos histoires de grands complots, d'Illuminati, de satanistes, de 5G, de gens qui veulent diriger le monde. Moi je vous le dis, réveillez-vous, la vérité elle est devant nous. Je l'ai toujours dit, c'est Funko Pop qui veut complètement prendre la main du monde, et chaque annonce, ça le prouve de plus en plus. Regardez ce qu'ils ont sorti, des masques pour vous transformer complètement en Funko Pop. Je pense que c'est leur objectif, et que ceux qui ont créé les vaccins Pfizer, Moderna et compagnie, pour qu'à la fin ils nous poussent 4 mentons des Bogdanov de chaque côté du visage et qu'on ressemble tous à des Funko Pop, et là leur objectif sera atteint. Allez, réveillez-vous, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Gadget, c'est la news insolite de la semaine, c'est ce que je me dis à chaque Fashion Week. Parfois, dans le domaine de la mode, il vaut mieux savoir s'abstenir de tout jugement. Certains aiment leur ceinture avec 2 points G, d'autres préfèrent ce genre de petite ceinture licorne, je sais pas trop quoi. Il y en a d'autres, comme moi, qui préfèrent les ceintures de Batman. Et ça tombe bien, puisque celle de Michael Keaton, du film de 89, va être mise aux enchères. Alors c'est certes pas la plus pratique, tu rentres même pas un ticket de métro, c'est pas la ceinture de la série animée Batman où tu as l'impression que c'est pas Bruce Wayne, c'est Mary Poppins, tellement ils rentrent des trucs dedans, mais elle est quand même estimée entre 8 et 12 000 $. C'est Prop Store qui est spécialisé dans ce genre de vente aux enchères. Je vous avais déjà parlé d'eux, ils avaient vendu tous les accessoires des séries Marvel, Netflix, et là ça va être une vente énorme, 1300 lots, 3 jours de vente aux enchères. Il y a d'autres éléments du costume de Batman, de Keaton, un petit peu de Nolan aussi. Il y a aussi l'affiche peinte à la main électorale de Oswald Cobblepot. Il y a le flingue de Hellboy, il y a la ceinture de Captain America également, il y a même du comics, la première couverture de Monica Rambeau. Il y en a un qui s'est dit allez, Vendavision, je case ça là entre 3 accessoires. Il y a les griffes de Wolverine également, qu'il faut surtout pas oublier d'enlever quand tu vas pisser, et puis il y a également le piège inversé de Saw, le piège d'Amanda. Moi je l'appelle la grande gueule, et parmi les clous du spectacle, il y a le script annoté par Carrie Fisher de l'Empire contre-attaque, l'épisode 5, ça va valoir une fortune. Et si je vous l'avais pas donné en contexte, on aurait pu croire que c'était celui de Michel Fourniret, mais ils vont même mettre le van du Punisher, le Battle Van de la série Netflix, en vente. Il est fonctionnel et il est estimé à environ 15 000 $, c'est complètement dingue, et je vous mets le catalogue pour que vous voyez les 1300 objets en lien dans la description, et puis je vous laisse me dire en commentaire quel est l'objet de vos fantasmes. Ça sent les PEL qui se brisent. Le bon Kraven, c'est la news ciné de la semaine. L'acteur Aaron Taylor Johnson a été casté pour incarner Kraven le chasseur dans le film Solo de Sony, consacré à l'antagoniste, au vilain, au personnage. C'est de la balle, cette news, et on espère qu'il les esquivera un petit peu mieux que son personnage dans Avengers l'ère d'Ultron. Sinon c'est un coup à mourir à la chasse aux grives avec son pote Didier qui, après 2 cubis le midi, confond les oiseaux et les grosses moustaches un peu viriles. Kraven, c'est un personnage historique, l'un des tout premiers qui est apparu dans le Amazing Spider-Man numéro 15, créé par Steve Ditko et Stan Lee, et c'est le genre de personnage dont on oublie qu'ils étaient complètement dératés, un petit peu comme Wolverine, avant qu'on leur trouve un bon emploi. Alors c'était intéressant puisqu'il introduisait le concept de la chasse à l'homme, et donc ça menait quelque chose d'assez intéressant, mais ce n'est pas avant la dernière chasse de Kraven par De Matteis et Mike Zeck que vraiment le personnage a eu une grosse popularité qui a fait oublier tout son passé un petit peu douteux. Keanu Reeves avait refusé le rôle de Sergei Kravinov, de son vrai petit nom, et il y avait Gerard Butler qui était très souvent cité. C'est vrai que même moi j'aurais préféré au niveau purement
purement physique, et puis finalement ils sont allés sur quelqu'un d'un petit peu plus jeune, et Aaron Taylor Johnson rejoint donc le club des acteurs ayant incarné plus de 3 personnages dans des films adaptés de comic book qui sont une merveilleuse source d'inspiration, merci les artistes. Il y a Tommy Lee Jones, il y a Jim Carrey, il y a Chris Evans ou encore Josh Brolin, et les vilains sont à la mode en ce moment, et d'ailleurs ça a donné des idées à la Warner, aguiché par les très très bons chiffres au box-office du premier Joker qui aurait enclenché, mis en route une suite avec Todd Phillips et probablement Joaquin Phoenix. On va voir un petit peu ce qu'ils peuvent raconter, ça peut être très tendu, mais en tout cas c'est intéressant aussi de voir se dessiner la stratégie de Sony qui, vous savez, partage, il y a une espèce de garde alternée pour le personnage de Spider-Man qui devrait peut-être apparaître dans certains films consacrés à leur univers de super vilains de Spider-Man, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser forcément dans ces films-là. Morbius, apparemment, on a vu un Spider-Man dans la bande-annonce, mais sur une affiche. Dans Venom, on a dit qu'il n'y était pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est la vraie question. Est-ce que Kraven va chasser en battu des sangliers, ou alors est-ce qu'il va chasser du Spider-Man, est-ce qu'il va construire sa popularité en s'attaquant à quelqu'un d'autre? Et ça c'est très malin de la part de Sony, et de toute façon c'est le seul choix qu'ils ont, puisque ils ne peuvent que rendre leurs vilains un petit peu plus importants pour pas avoir à les introduire dans un futur film où ils partageront la vedette avec Spider-Man, et d'ailleurs le Spider-Man, Marvel a aussi fait quelque chose de très intelligent, c'est qu'ils l'ont entaché, je dis ça parce que je suis pas trop fan du Spider-Man du MCU, quoique, mais ils l'ont entaché le plus possible de Marvel, de Tony Stark, pour plus qu'il soit dissociable du MCU au cas où Sony voudrait reprendre la garde exclusive. Mais soi-disant Sony a un plan pour relier Spider-Man à tous ses films sur les vilains, et on nous dit peut-être que Spider-Man No Way Home serait une façon d'introduire les Sinister Six, et que Willem Dafoe reviendrait en bouffon vert et qu'il serait l'espèce de dirigeant de tout cela, donc ils viendraient tous un petit peu d'une dimension différente. Paf, il s'allie contre cette araignée, la pauvre, c'est la plus jeune, la plus inexpérimentée, mais celui qui va prendre tous les vilains en même temps. En tout cas, si on regarde la composition originelle des Sinister Six, il ne manque plus que Kraven le chasseur, donc certains espèrent qu'il sera introduit dans No Way Home. En tout cas, Sony, Marvel, démerdez-vous comme vous voulez, mais faites-nous revenir le meilleur portier voiturier du MCU, Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk. Feu! Plusieurs auteurs de chez Marvel, mais pas que, ont joué les allumeuses sur Twitter, et ça a complètement marché sur moi, j'avais la tête en feu comme une bougie. Je parle de Donny Cates qui a révolutionné le personnage de Venom, d'Eddie Brock, en sortant un petit peu l'un de l'ombre de l'autre, qui dit: je travaille sur un nouveau projet pour Marvel, je suis pas censé l'annoncer, mais je prends tellement de plaisir, je sens que la semaine prochaine je vais vous balancer des exclus. Et puis il y a Ryan Otley d'Invincible qui dit: ah tiens, c'est vrai, ça a l'air cool, mais on n'est pas censé dire ça, patati patata. Il y a Ramvi qui pour moi est le digne héritier d'Alan Moore, qui tease aussi quelque chose. Il y a la semaine prochaine, c'est marrant, moi aussi j'ai quelque chose à annoncer, du très lourd. Brian Hitch qui lui répond à ce qu'on doit annoncer, ce truc giga épique. Il y a même Tom Taylor qui en doit Injustice et pas que, qui s'y met également, qui dit: ah moi aussi j'ai des trucs. Alors est-ce qu'ils vont tous basculer chez Marvel sur un gros projet, ou alors est-ce qu'ils se foutent tous de notre gueule, avec aussi la complicité du rédac chef de chez Marvel, C.B. Cebulski, qui leur dit: attendez, calmez-vous les gars, on a un planning, n'annoncez pas ça de suite. Une fabuleuse tactique de com. Ça c'était l'art de faire du vent, mais en France on a du concret, du vrai, du réel, puisque l'éditeur Réflexion a annoncé qu'ils allaient publier ce monument du comic book qui est The Max par Sam Keith, à qui on doit notamment du Wolverine, du Venom, et je vous conseille vraiment de le lire, c'est très stylisé. Alors The Max, c'est l'histoire d'un personnage qui n'est pas sans rappeler le Griffu par certains aspects, qui est un sans-abri dans notre monde, le protecteur d'un royaume, l'Outback, un royaume imaginaire dans lequel il se rend avec son assistante sociale qui le protège dans le monde réel. Donc il y a les rôles qui sont un petit peu inversés suivant dans quel monde ils sont. Bravo à l'éditeur, bravo Johan, je pense qu'ils vont utiliser l'édition aux couleurs révisées par Sam Keith en personne. De toute façon je vous en reparlerai parce que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et sinon Batman se fout des frontières, du passeport vaccinal, du Covid, de tout ça, il va partir faire un tour du monde dans le Batplane, peut-être avec Robin, et peut-être qu'on verra ce genre de photos qu'on voit sur Instagram de tous les couples qui partent faire des tours du monde en van. C'est Brian Azzarello et Liber Mejo, la belle paire, qui vont s'occuper de la structure globale de l'histoire. Et puis quand Batman sera dans les pays concernés, ça sera des artistes locaux qui vont raconter et dessiner les histoires. En France, ça sera Mathieu Gabella, qui en doit notamment La Licorne, dessinée par le talentueux Anthony Jean, qui travaille avec nous sur le jeu de rôle Batman d'ailleurs. Et ça sera Thierry Martin
qui a fait Myrmidon, qui a fait Mortel chez Delcourt et qui a fait les enveloppes hermétiques du Major Martin, 3 salles, 3 ambiances, qui vont s'occuper du récit, et rien qu'à voir la couverture d'inspiration Mazukeli, Yerwan, ça sent très bon. On est sur 3 demi-molles, je vous laisse calculer. Brouhaha. Et le drame de la semaine, pour ceux chez qui tout va plutôt bien dans la vie, c'est que le casting de Sandman s'est encore un petit peu plus dévoilé, celui de la série en live action, pas du podcast audio sur Audible, et bon, Death sera incarnée par Kirby Howell Baptiste et sera donc noire. Et donc elle n'aura pas ce look iconique qu'elle avait dans le comic book où elle était inspirée de Cinnamon Hadley, mi-gothique, mi-punk, qui était une pote du dessinateur Mike Dringenberg, qui avait décidé de s'inspirer d'elle pour le personnage. Alors je rappelle quand même que là on parle d'être conceptuel, on est en train de se disputer sur la couleur de peau de la mort. Mais bon, ça m'étonne pas tant que ça quand on voit, la dernière fois j'ai ouvert Twitter en moins de 2 jours, 3 agressions racistes, dont la pire est peut-être la mort de Youssoufa, qui a été agressé par 3 mecs bourrés et qui est mort en entendant des insultes sur sa couleur de peau, ou alors les 2 autres, il y en a un qui s'est fait frapper, l'autre qui s'est fait vu refuser une chambre et qui se sont fait vu reprocher l'esclavagisme avec lequel, bon, ils n'ont pas grand chose à voir a priori en 2021. Mais bon, vu le climat ambiant, c'est pas très étonnant, il faut vraiment qu'on se serre tous les coudes, et alors, quand certains ont vu que Desire allait être incarné par Mason Alexander Park, et donc allait être non-binaire, eh bien, ça s'est un petit peu déchaîné. Et tous ceux qui sont déchaînés prouvent qu'ils n'ont absolument pas lu le comic Sandman, dans lequel Desire est justement un être très fluide sexuellement. Quoi qu'il en soit, c'est un concept, le désir, qui est un petit peu asexué. Mais bon, certains sont nés après le culot et reprochent directement à Neil Gaiman de s'en battre littéralement les couilles de sa série et de laisser les producteurs gâcher son comic book. Ce à quoi, et j'adore quand les scénaristes tapent du poing sur la table et sans langue de bois, il a répondu qu'il ne s'en battait absolument aucune couille, que ça fait des années qu'il lutte contre des mauvaises propositions d'adaptation de Sandman, mais que celle-ci ce n'est pas le cas, qu'ils ont auditionné des centaines et des centaines d'acteurs, des centaines d'actrices pour Mort, et que Death, eh bien, c'était la seule actrice à avoir vraiment crevé l'écran aux auditions, aux tests. Je propose qu'on attende et qu'on juge sur pièce, et au pire on aura toujours les comics pour se consoler. Lisez. Cette semaine, j'ai fait un truc que j'adore faire, c'est que j'ai attendu qu'il y ait pas mal de chapitres qui s'accumulent et je me suis tombé tout le nouveau run de Daredevil par Chip Zdarsky, Keketo et un petit peu de Forness aussi, et putain, c'est une pure tuerie, vous savez. Toutes les histoires ont déjà été racontées, mais tout le monde a sa propre façon de le faire. Et alors, j'adore celle que adopte Zdarsky. Il a une super voix pour Daredevil, pour le Caïd aussi. Je crois que c'est mon personnage préféré du run. Et pour même son Spider-Man. Eh ben, bien joué. La dernière fois que j'avais pris autant de plaisir à lire un Daredevil, c'était celui de Bendis et Malev. Donc là, il est en pleine reconstruction. Il vient d'avoir un accident, donc il se remet tranquillement. Il est plus aussi puissant qu'avant. Il manque de confiance en lui, et donc on a tous les thèmes classiques de Daredevil qui sont abordés, son rapport à la religion, son rapport à sa propre puissance, son rapport à la justice, son rapport à la police. Ça, c'est un truc auquel le Punisher a droit également très souvent. Il y a des moments un petit peu plus convenus, mais il y a des vraies fulgurances. Alors moi, vraiment, le meilleur arc pour moi, c'est celui de Wilson Fisk, qui décide vraiment, il est maire de New York et il veut abandonner le crime organisé pour se diriger vers les affaires, et il va découvrir que c'est un monde qui n'est pas moins violent et pas moins criminel. Et alors, c'est délicieux. Bon, par contre, le Daredevil de Zdarsky, moi je l'appelle clairement le bâton d'aveugle. Je veux bien qu'on joue sur les clichés, soi-disant que l'aveugle, il passe son temps à rentrer dans des trucs. Mais alors là, vraiment, il a une meuf par chapitre, sans pression, le type. C'est assez fou. Les dessins de Keketo sont épiques, surtout les séquences d'action, et j'ai envie d'aller... je fume pas, mais ça me donne presque envie d'aller fumer sur les toits du Hell's Kitchen quand je vois le Hell's Kitchen tel qu'il est dessiné par Jorge Fornes, ça me sidère. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou ce que vous geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à le suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à partager mon travail, à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram qui me font toujours beaucoup rire. Sur le Discord aussi, c'est la folie. Donc je vous remercie
merci. N'oubliez pas, vous pouvez réagir dans les commentaires sur YouTube où je finis toujours par répondre à chacun d'entre vous. Là, je sais, j'ai eu pas mal de boulot, donc j'ai un petit peu abandonné, mais je reviendrai. Hein. J'ai même plein de mails en retard, j'ai plein de messages privés aussi. Mais un jour ou l'autre, j'y répondrai, vous inquiétez pas. Hein. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis près de 300 JT. On attendait d'ailleurs pas grand chose, voire rien du tout pour le 300, mis à part qu'il sorte, et ça sera déjà pas mal. Hein. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Moi 2022, je vote Manuel Valls. C'est le politique le plus comique qui soit. Hein. Il nous fait ses adieux, il nous dit qu'il reviendra pas, et puis il revient toujours. Il est tellement contradictoire qu'on dirait qu'il est écrit par plusieurs scénaristes. Et puis il a cette espèce de super pouvoir de parvenir aussi bien en politique que dans sa chemise à couler. Bisous Manu.